Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Ils sont nombreux à écumer les abords des routes et des grands carrefours, des grandes villes du pays, naturellement. Objectif, mendier, raqueter ou encore attendre éventuellement de recevoir des présents des âmes sensibles. Être personne handicapée est-elle une fin en soi? Le ministère des Affaires sociales a-t-il échoué dans sa politique de réinsertion des personnes handicapées au Cameroun? Des questions qui restent sans réponse véritable. Il y a néanmoins parmi ces personnes à mobilité réduite qui ont bravé leur handicap pour se trouver une place sous le soleil. Comment vivre avec son handicap? C'est le fil conducteur de cette autre édition de Regard social ce soir. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et merci de rester avec nous ce soir. Ils sont sur ce plateau, ces personnes qui ont perdu, en tout cas des personnes, des hommes qui ont perdu leur mobilité tout à fait normale, mais dans des situations différentes également. Vous aurez l'occasion de les découvrir et de pouvoir écouter des témoignages également qui ont concouru à ce que ces hommes se retrouvent dans ces situations aujourd'hui. Samba Banen Zaché, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue, vous êtes doublement handicapé, on va le dire, 2 bras amputés et non-voyants. C'est ça? Oui. Et comment ça s'est passé? Il y a de cela 24 ans, j'ai été victime d'un accident de grenade qui m'a amputé les 2 bras supérieurs et m'a supprimé la vision. Aujourd'hui, vous gardez ces séquelles, vous grandissez avec, vous êtes dans une famille, avec tout le respect que votre famille vous donne également. Comment vous parvenez à vivre avec ces 2 facteurs? Et je parviens à vivre grâce au soutien de ma famille et les amis qui m'assistent et me soutiennent. Et ce qui me permet de garder le moral très haut. D'accord. Vous allez davantage nous parler de vous tout à l'heure, juste après la présentation, après avoir fait le tour également sur ce plateau. Sanjo William, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous êtes également handicapé des 2 pieds. Oui. Vous déplacez à l'aide d'une chaise roulante. Oui. Oui. C'était quoi le problème? Bon, c'est une histoire qui date depuis l'enfance. Bon, je ne peux pas vraiment déterminer puisque à l'âge de 4 ans, je me suis écoulé, je ne sais pas dans quelles conditions. Bon, ce que ma mère m'a fait comprendre quand je lui ai une fois posé la question, environ quand j'avais 13-14 ans, elle m'a fait comprendre que c'était à l'issue d'un problème de la poliomyélite. Bon, entre-temps, avant que je n'ai grandi au fur et à mesure, elle me passait les centres ensemble avec moi pour essayer de trouver la solution. Bon, comme la solution n'était pas, je suis resté handicapé. D'accord. Alors, vous allez également nous dire comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que vous vivez avec ce handicap depuis plusieurs années. Juste en face, Moussi Joseph, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Vous êtes journaliste, vous êtes également handicapé, des membres inférieurs, les 2? Non, pas les 2. Droit. Droit. Oui. D'accord. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui s'est passé, quand je me réfère à ce que mes parents m'ont dit, à l'âge de 3 ans, j'ai marché comme tout le monde. À l'âge de 3 ans, j'ai été victime d'un palu, selon ce qu'ils m'ont dit. Un palu, un fort palu qui m'a pris. Et lorsqu'on m'a porté, on m'a amené à l'hôpital, on m'a injecté du Kinimax. Et quelques heures après, je ne pouvais plus me tenir debout sur mes 2 pieds. Donc voilà comment ça continue jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, vous vivez
avec ce handicap depuis des Oui, je vis avec ça depuis des années et puis j'ai appris à me surpasser, à prendre ça comme ça. Je vis avec comme ça. D'accord. Vous allez nous dire comment vous avez fait pour peut-être oublier, pas forcément, mais comment vivre avec ce handicap depuis des années également. En face de vous, il y a Innocent Silaye. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également handicapé ou personne handicapée comme on devrait d'ailleurs vous appeler. C'est d'un pied? Non, je suis handicapé de 2 pieds. De 2 pieds. Ah oui. Et selon ce que ma maman m'a dit, un matin, je lui demande qu'elle vienne me chercher pour que j'aille faire pipi, alors que j'avais l'habitude de descendre pour le faire. Alors, lorsqu'elle m'a porté, déposé au sol, je me suis écroulé. Et selon toute vraisemblance, pour elle, il s'agissait d'un problème de sorcellerie. Ce qui fait que durant tout le temps, qui pouvait être la période de rééducation, on ne pouvait marcher que de voyants en sorcier, ainsi de suite, pour pouvoir trouver la solution. Parce que je n'ai pas souvenance qu'on s'est rendu dans un centre hospitalier avec moi, mais c'était sa solution, ce qu'elle trouvait idéal pour que son fils bien-aimé puisse recouvrer la santé. Vous êtes resté ainsi? Ah oui, oui, je suis resté ainsi, je suis quand même, et je suis même très fier d'être handicapé. Je ne cherche pas à l'oublier. Je suis content d'être handicapé. Et comment ça? Non, parce que mon handicap me permet d'être à la disposition des autres, de m'accomplir. Parce que moi, je dis toujours, je ne suis pas tombé dans le monde des handicapés par hasard. Dieu a bien voulu que j'y sois. Et comme j'y suis, je dois tout faire dans ce milieu. Parce que c'est un milieu difficile. C'est un milieu des marginalisés. C'est un milieu des exclus. C'est un milieu où il fait vraiment mauvais vivre. Et défendre les gens de cette catégorie n'est pas donné à tout le monde, d'autant plus qu'il n'y a pas un intérêt derrière. Or, pour moi, c'est une grande richesse. Quand vous sentez que vous avez mené un acte et que quelqu'un qui ne peut pas vous rémunérer est content de cela, pour moi, ça fait ma fierté. C'est une joie pour vous. Ah oui, vraiment. S'il fallait encore choisir, s'il faut être valide ou handicapé, j'allais dire 2 fois handicapé. Alors, vous préférez? Ah oui, je préfère. Voilà. Pendant que vous vous occupez des autres, qui s'occupe de vous? Toujours est-il que je fais partie des autres. Quand je lutte pour la personne handicapée, je ne suis pas exclu dedans. Je m'occupe de moi et Dieu s'occupe de moi. Et je mène les activités. M'occuper des autres ne veut pas dire je mène les activités. J'ai une famille. Et je profite d'ailleurs pour dire bonsoir à ma très chère et tendre épouse, à côte de ma côte, Virginie, qui est en train de me suivre maintenant à Bonendale. Et elle est très contente d'avoir un homme comme moi. Très bien. Alors, juste en face de vous, il y a Diallo. Je ne vous ai pas dit, enfin, je préfère... vous préférez qu'on vous appelle Diallo parce que vous êtes beaucoup connu sous cette appellation. Oui, oui, je suis beaucoup plus connu au sobriquet de Diallo. Et pourquoi on vous appelle Diallo? On m'appelle Diallo parce que beaucoup ont cru que j'étais de l'Afrique de l'Ouest. Oui, oui. C'est pourquoi on m'a donné ce sobriquet de Diallo. Vous êtes bien noir. Oui. C'est ce teint qui amène les autres à penser que vous êtes de l'Afrique de l'Ouest. Oui, oui. Donc, mais l'accent n'y est pas quand même. Non, l'accent n'y est pas. Oui. Alors, vous dites que c'était une erreur de votre oncle, homme obtenu, qui a laissé des grenades à la maison. Et il y a eu explosion de ces grenades. Comment ça s'est passé pour que vous retrouviez aujourd'hui avec des membres supérieurs amputés? Amputés. Bon, comme je disais par le passé, il y a de cela 24 ans, un 14 octobre 1994, un vendredi matin, je me suis réveillé, je me suis dirigé dans la chambre de mon cousin. Et à côté, il avait posé une grenade au chevet du lit. Je me suis intéressé, j'ai posé la question de savoir à quoi servait cet objet.
il a pris, il m'a donné, il me dit que c'est un joint. Dès que j'ai touché la bobine, ça a explosé. Donc, c'était une grenade qui avait été amenée à la maison à la veille par un oncle qui était dans l'armée. Et il avait eu à négliger ça quelque part dans un coin. C'est là où mon cousin est tombé sur cette grenade. Et puis bon, ce qui devait arriver, et je le dis toujours, parce que tout est fait par la volonté de Dieu, est arrivé. Donc, ce qui fait que c'est ça qui m'a rendu handicapé aujourd'hui. Vous êtes doublement handicapé? Oui, je suis doublement handicapé. Vous êtes non-voyant? Oui. Je suis non-voyant et j'ai les 2 membres amputés. Et comment vous parvenez à vivre avec ce double handicap? Bon, je parviens à vivre avec ce double handicap par d'abord la grâce de Dieu et le soutien de ma famille qui m'aime bien et me respecte, et tous ceux qui m'entourent. Alors, je n'ai peut-être pas annoncé, mais je préfère le faire maintenant. Vous êtes papa d'une fillette âgée de 8 ans que vous aimez beaucoup. Oui, je suis papa d'une fillette de 8 ans au nom de Mbong Samba Emmanuel Cruz Princesse. Alors, elle représente mes yeux, mes bras. Et je suis fier de la voir comme enfant. Alors, vous n'êtes pas resté sur cette position, c'est-à-dire de celui qui devrait attendre tous les autres. Vous êtes décidé de vous battre pour élever votre enfant et vous-même vous prendre en charge. Et l'activité que vous avez choisie, c'est la vente de bois de chauffage. Oui, c'est la vente de bois de chauffage que j'ai choisi afin de combler certains besoins. Mais comment vous faites? Vous n'avez pas vos 2 bras, vous n'avez pas vos yeux. Vous faites comment? Bon, qu'est-ce que je fais? Je me bats tant bien que mal. Donc je me rends chez mon livreur et j'emprunte une moto à 3 roues. Il vient me livrer. Et grâce à l'aide de mes poches, on me fait des tas de bois de 100 francs. C'est ça qui permet en sorte que je puisse subvenir aux besoins de ma fille. Alors comment vous savez que la marchandise est bonne ou elle est mauvaise, puisque vous ne voyez pas? Non, je me fais parfois assister par un voyant, un ami, donc qui s'y connaît dans la qualité du bois. Votre maman était, elle est décédée aujourd'hui, il faut le rappeler. Oui. Elle était votre soutien inconditionnel. Oui. Oui, ma maman est décédée aujourd'hui. Cela fait au moins 5 à 6 mois qu'elle n'est plus de ce monde. Et elle était un très grand secours pour moi. Bon, la vie est ainsi faite. Oui, d'accord. Wilson, c'est votre petit nom, William? Oui. Alors, vous m'avez dit que votre épouse aime bien vous appeler ici. D'accord. Avant de revenir à vous, nous allons nous intéresser à Joseph. Joseph qui a choisi un métier très complexe, le journalisme. Vous êtes en même temps monteur aussi. Oui. Quand on dit monteur, ça veut dire il y a la maquette du journal. Oui. Vous vous occupez de ce montage du journal. La mise en page. La mise en page. Alors comment vous avez évolué sur cette position depuis votre enfance jusqu'à ce jour? Il n'y avait pas de difficultés? Les difficultés, il y en a toujours. Les difficultés ne manquent pas. Et même jusqu'à présent, je rencontre des difficultés sur le terrain. Alors, je fais un effort de surpasser ces difficultés, de faire comme si de rien n'était, puisque l'homme a appelé à se battre et je me bats comme je peux pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Vous êtes dans un milieu où il y a des intrigues également assez
Vous faites comment? Les journalistes, ils ne se moquent pas de vous? Vous ne faites pas bousculer lorsqu'il faut aller réaliser une interview? C'est vrai qu'au départ, c'était pas facile. Au départ, c'était pas facile. Depuis le moment où j'ai commencé à aller sur le terrain, c'était pas facile. Le regard des autres et tout, c'était pas du tout facile et difficile à supporter. Mais, puisqu'il fallait absolument que je réalise ce pourquoi je suis là, c'était une obligation pour moi de supporter tant bien que mal ce qui était là. Et fin de compte, j'ai fini par m'en sortir, si bien que je n'ai plus de problème. Lorsque je suis face à un confrère, à un consoeur, je n'ai pas de problème. Et face à des organisateurs également, je n'ai pas de problème. Quelle que soit la façon dont les autres me regardent, moi je ne me regarde pas ainsi. Puisque je sais ce que je fais, je suis capable de le faire. Alors ce que les autres pensent m'intéresse pas vraiment. Ce n'est pas un sentiment de pitié qui anime ceux qui vous regardent, qui vous disent, bon, écoutez, il faut donner la priorité à celui qui est à mobilité réduite? La vérité, c'est que les confrères ont parfois tendance à me taquiner là-dessus, ça c'est vrai. Lorsque je me présente devant les organisateurs, alors je les amène à m'accepter. Ça c'est ce qui est vrai. Je ne peux pas me morfondre, dire que parce que je suis handicapé, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Je prends les devants quand il le faut. Et j'amène la personne qui est en face de moi à m'accepter tel que je suis. Parce que je suis une personne à part entière. Donc je ne veux pas qu'on me considère avec un air de pitié et tout, puisque je suis en train de me battre. Et je dois me battre. Et les personnes qui sont face à moi doivent savoir que je suis en train de me battre contre la vie. Pas question de pitié. Vous n'avez pas choisi aller vous asseoir en bordure de route comme encore que ça, je déteste tellement. Je n'aime pas. M'asseoir en bordure de route, c'est quelque chose... je me dis, s'asseoir en bordure de route, c'est une manière pour la personne handicapée de se ridiculiser, en fait. Pour moi, c'est ça. La personne handicapée doit déjà accepter sa condition. C'est ainsi, ça ne pourra pas changer, c'est comme ça. Maintenant, il faut accepter cette condition-là pour pouvoir vivre avec. Quand tu n'acceptes pas cette condition, ça sera difficile. Alors, Wilson, avec vous, nous allons nous intéresser à votre quotidien également. Vous avez choisi un métier aussi complexe, la menuiserie métallique. Oui. Vous vous en sortez comment? Oh, je m'en sors grâce au soutien des uns et des autres, hein, parce que moi, en fait, j'ai appris la soudure métallique, ça fait aujourd'hui plus de 15 ans. Bon, après ces années, je travaillais avec les différentes personnes que je rencontrais. Par exemple, lorsque j'avais pris ma soudure du côté de Yaoundé, après l'apprentissage, je n'avais pas en fait les possibilités d'avoir un atelier personnel. Bon, de temps en temps, je passe le temps à la maison et dans les manques des moyens. Bon, souvent quand je restais, je réfléchissais que mais comment je peux avoir un métier dans la tête et je passe le temps à manquer des moyens de pouvoir peut-être mener mes actions personnelles. Il fallait toujours attendre de la maman, il faut qu'elle se casse des par-ci par-là pour pouvoir me donner un petit truc. Un jour, je décide d'aller me balader dans la rue, puisqu'on habitait rue Manguier. Quand je descends du côté de Likidjoa, je rencontre au moins 2 soudeurs qui étaient un peu décalés à 30 mètres de distance entre les deux. Bon, je pars chez le premier, je me propose à lui, il me regarde, il dit oh là là, comment je vais pouvoir travailler avec cet homme si jamais je suis en suspension en train de faire un truc et que je veux qu'il me soutienne vers là, comment il fera?
il préfère me dire que mon frère, prends même 500. Je dis que non, je ne suis pas sorti de chez moi pour ne prendre 500 chez toi. Si je prends 500 aujourd'hui, demain, où j'irai prendre 500 encore. C'est comme ça que je pars sur le deuxième et tout. C'était un jeune, un gars de l'Ouest aussi, au nom de, j'oublie un peu son nom parce que... Oui, qui vous a donné un coup de main. Bon, en fait, il me donne un coup de main, il m'appelle, il me dit, bon, si tu peux faire la soudure, viens alors essayer. Pour lui, la manière de me dire ça, c'était une expérience de sa part. Oui. Parce qu'il voulait un peu voir comment je pourrais m'en sortir en pratiquant la soudure. Alors, il me dit, viens, vas-y. Je viens, je commence, il me donne une petite tâche, j'ai fait ça rapidement. Et puis, quand j'ai achevé la tâche, il a compris que je pouvais travailler. Bon, c'était une occasion pour lui de se retrouver loin de son atelier parce qu'à un moment donné, je suis resté à l'atelier comme chef d'atelier. Autant plus qu'on était deux, lui ne restait même plus jamais à l'atelier. Donc quand je me lève le matin... Il vous a confié tous les travaux? Oui, je faisais les travaux et je gagnais mon quotidien là. Après un jour, il y a eu un marché qu'il a gagné. C'était avec le commandant de brigade du bataillon 4. Ils ont eu un consensus, je ne sais pas comment ça s'est passé. Puis il y a eu un sérieux problème entre lui et le commandant. Après, c'est comme ça qu'il a porté disparu. L'atelier n'a plus existé. C'est comme ça que je suis allé du côté des bataillons 4 même. Trouver un autre endroit où oui, juste travailler. En face. Mais je voudrais que l'on s'intéresse davantage sur le plan sentimental. Vous dites, vous avez connu en tout cas beaucoup de déceptions parce que sur le plan sentimental, vous avez premièrement rencontré les femmes valides, mais qui ne vous ont pas rendu la vie facile. Oui, parce que chaque fois que je croisais une copine, une demoiselle, je lui fais part de mon sentiment avec elle et lorsque on entame peut-être une relation amoureuse, à un moment donné, je me rends compte que la relation plutôt est basée dans des petits trucs comme parfois, il faut que de temps en temps, je lui fournis un peu de sommes d'argent et quand j'ai regardé le plan sentimental, ça n'avait vraiment pas amour. Il n'y avait pas d'amour. C'était un intérêt. C'était juste un intérêt. Donc, quand je m'étais rendu compte, c'est comme ça que je me fâche et je change d'avis et je continue la vie quotidienne. Entre-temps, si je rencontre une autre, c'était ainsi de suite. Et c'est comme ça. Alors, vous prenez la décision de changer de copine, oui. Je me retrouve avec ma bien-aimée qui est là présentement, au nom de Bibiane et Béné. Elle est là du côté de Yaoundé. Je l'ai laissée là-bas parce que la vie de Yaoundé, n'ayant pas un travail comme ce que j'ai fait facilement. Oui. Alors, elle est également comme vous, c'est-à-dire personne handicapée? Oui, elle est aussi handicapée comme moi. Vous vous êtes dit qu'il faut vivre avec une personne qui est comme vous? Oui, parce que j'ai pensé que comme elle est comme moi, sûrement, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas peut-être faire. Par exemple, la déception, je n'ai jamais vu la déception en elle. C'est vrai que parfois, on a souvent eu des petites discussions et parfois, j'ai fait de ça une colère. Je décide de créer peut-être un scandale, peut-être il peut quitter la maison. Je pars chez un ami, elle fait même 2 jours là-bas. C'est comme ça qu'elle se balade un peu de partout pour me chercher. Elle se renseigne chez tous mes amis pour connaître d'où je suis. Et quand je me rends compte que c'est ici, qu'est-ce que je fais? Je me cache encore davantage. Donc vous jouez au chat à la souris. Oui. Mais c'est l'amour quand même. Oui. C'est comme ça qu'on rend l'affaire plus romantique. Alors, Diallo, oui, vous êtes un cœur à prendre, c'est ce que vous m'avez dit. Oui, je suis un cœur à prendre. Je suis un cœur à prendre pour le moment. Mais par le passé, j'avais connu la mère de mon enfant. Et il y a de cela 2 ans, pardon, elle n'est plus de ce monde. Alors, ce qui fait que ma porte est ouverte à tous celles qui aimeraient frapper à ma porte. Et vous êtes d'ailleurs très amoureux parce que vous aimez bien écouter des chansons amoureuses, sentimentales. J'aime bien écouter des couleurs amoureuses. Tout simplement parce que ça m'adoucit les pensées. Et j'ai grandi dans cet environnement-là. Et je ne suis pas né handicapé. J'ai d'abord
vécu entre guillemets. Ok. Alors, vous ne voulez pas qu'on vous dise ou qu'on vous rappelle que vous êtes personne handicapée, parce que dans votre tête, vous savez que vous êtes un homme normal, vous faites ce que les autres ou des personnes valides font également. Oui, me rappeler que je suis une personne handicapée, ça ne tient pas debout, parce que physiquement, ça se voit. Donc, quelqu'un qui me rappelle que je suis handicapé, c'est qu'il n'a rien dans la tête. Je sais que je suis handicapé, mais je ne suis pas handicapé dans la tête. Ah oui. Vous gardez la forme. Non, je garde la forme par la grâce de Dieu. Vous menez tranquillement votre activité. Oui, je mène tranquillement mes activités sans complexe. Très bien. Okay. Innocent, vous êtes à la tête d'une très grande association, je voudrais dire, vous êtes coordonnateur de la dynamique Andy. Donc, vous êtes à la tête de plusieurs associations aujourd'hui. Et ce sont des associations qui regroupent des personnes handicapées. Et, vous faites dans l'insertion des personnes handicapées également. Oui, essentiellement, je dirais d'abord la dynamique Andy, c'est un regroupement de plusieurs associations de personnes handicapées. Et c'est le diminutif du réseau des organisations dynamiques de défense des droits des personnes handicapées. Donc, l'objectif ici, c'est de défendre les droits des personnes handicapées. Et cela est venu d'un constat. Les personnes handicapées sont des personnes qui ont assez de difficultés, mais qui ont de la peine à se faire comprendre. Et les difficultés sont reconnues même au niveau international à travers l'ONU. Et les recommandations sont prises, mais sur le terrain, nous nous rendons compte que ce n'est pas appliqué. Raison pour laquelle Dieu m'ayant permis d'étudier un peu, je me suis dit je dois mettre à la disposition des autres. Mais surtout, on continue d'observer qu'il y a des personnes handicapées qui écument les rues et qui sont là à attendre éventuellement qu'on leur apporte un petit secours, des présents également. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces personnes-là? Non, je tiens d'abord à rappeler, les personnes handicapées représentent 15% de la population. Ça, c'est sûr. Organisation mondiale de la santé. Donc au Cameroun, environ 3 millions de personnes. Lorsque vous marchez dans la rue, ici à Douala, vous ne pouvez pas trouver, je dis dans toutes les rues de Douala, vous ne trouverez pas 15 personnes handicapées. De plus en plus, le nombre diminue. Donc je veux dire, il ne faut pas que dans l'imagerie populaire, on estime que les personnes handicapées sont en route. Non, les personnes handicapées ne sont pas en route. Sur 3 millions, nous trouvons moins d'une vingtaine en route. Nous ne pouvons pas dire, là ça ne représente même pas 1%. Les personnes handicapées sont plutôt dans la société et souffrent dans la société. Les personnes handicapées sont à la maison, alors que la loi leur permet de faire, ils sont exemptés des frais scolaires et universitaires. Et la loi de 2010 l'a dit, le décret d'application de 2018 l'a réitéré. Mais les gens continuent à souffrir tout simplement parce que, par exemple, dans les universités, en dehors de l'université de Douala, l'université de Bamenda, qui s'aligne un peu, et l'université de Yaoundé 2, parce que je sors de leur congrès, les étudiants handicapés continuent à payer encore leurs frais universitaires dans toutes les universités d'État du Cameroun, ce qui est contre la loi. C'est d'ailleurs votre combat. Et justement, c'est ce qui justifie donc mon combat. Parce que j'étais au congrès, à leur congrès, et j'avais la CAUCAM qui a organisé le congrès et fêtait ses 20 ans. Et je tiens également à rappeler que je suis c'est quand j'étais étudiant, j'ai fait partie de ceux qui ont créé la CAUCAM. D'ailleurs, j'ai été le tout premier président. Alors aujourd'hui, il est question également d'amener les uns les autres à comprendre que lorsqu'on souffre d'un handicap, ce n'est pas la fin du monde. On peut faire quelque chose, quel que soit le type d'handicap que... Oui, justement, et je crois la majorité des personnes handicapées ont compris. Le problème ou bien la pauvreté des personnes handicapées ne viennent pas d'eux. Je vous dis que je sors d'un congrès. Ils étaient au moins 350 étudiants handicapés
dans les différentes universités. Et on entre par l'université avec le CEP. On entre avec le bac. Et ça sort comme ça chaque année. Mais le problème, c'est d'abord de prendre les cours qu'on refuse, qu'ils doivent payer. Et lorsqu'ils ont des cours, maintenant, c'est l'insertion dans le monde professionnel. Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas une politique d'insertion des personnes handicapées dans le monde professionnel au Cameroun. Merci. Donc le problème des personnes handicapées, ce n'est pas eux-mêmes, pour ma part. Oui. C'est plutôt les autres. Les autres. Oui, les décideurs, les chefs d'entreprise, les chefs d'établissement. C'est eux qui constituent le problème des personnes handicapées. Et les personnes handicapées ont déjà accepté leur handicap. Oui, Joseph, nous allons sortir de cette première partie de l'émission. Qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui ne comprennent pas, ou alors aux parents qui ont des enfants handicapés chez eux et qui n'arrivent pas à comprendre que lorsqu'on est en situation de handicap, on peut évoluer, on peut faire quelque chose? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous vous êtes battu. C'est difficile. Vous avez bravé tout cela, mais vous êtes resté aujourd'hui. C'est difficile déjà pour les parents qui se retrouvent avec un enfant en situation de handicap. C'est difficile pour des parents d'accepter. Ce qui fait donc que des parents se retrouvent, se disent, bon, pour envoyer l'enfant à l'école, faire ceci, pour que l'enfant puisse se défendre comme tout le reste, c'est difficile de supporter. D'accord. On comprend. Mais le Seigneur a voulu que ce soit ici. Et puisque c'est déjà là, l'enfant est appelé à se battre. Il faudrait donc que les parents puissent laisser les enfants se battre comme tous les autres enfants. C'est le plus important. Ça sera une très grande joie pour la personne handicapée, en situation de handicap, bien sûr. Voilà. Alors, Wilson, nous allons sortir. Vous, votre souhait, votre vœu, c'est qu'il faut trouver quelqu'un qui vous permettra d'avoir un atelier pour travailler à votre propre compte. Parce que pour l'instant, vous squattez chez les autres. Toujours. Depuis 15 ans, c'est comme ça que j'ai continué. Après la formation, j'ai commencé parmi les autres et toujours. Vous voulez être propriétaire autonome? Vraiment, je voudrais être autonome et vraiment, c'est mon plus grand vœu. Merci. Alors, vous également, Diallo, c'est aussi agrandir votre activité, développer, développer mon petit commerce, afin que je puisse aller de l'avant. Vous pouvez également faire autre chose? Oui, je peux aussi faire autre chose si l'occasion se présente. D'accord. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Nous allons vous inviter, vous proposer de suivre, bien entendu, l'enquête qui retrace un peu le quotidien de ces personnes à mobilité réduite. Comment vivent donc ces personnes depuis dans leur environnement immédiat? Ce sont là les activités que mènent donc ces gens-là, que nous avons parcouru dans plusieurs quartiers de la ville de Douala pour vivre un peu, suivre ces personnes, savoir comment est-ce que Diallo par exemple ou encore Wilson fonctionnent au quotidien et également quelles sont ces activités menées par ces derniers. Ce sont là autant de questions, mais c'est d'ailleurs dans cette enquête qui a été donc conduite par Samuel Tufa, le chef opérateur de ce programme, et avec une touche particulière de Danny Warren Zede. Juste après, nous allons recevoir nos experts. J'ai appris à s'intégrer. Bon, grâce à lui, j'ai appris, mais je n'avais pas vraiment approfondi la solution chez lui parce qu'on travaillait à la volée. Affaires sociales. Comme il est dit que nous, les personnes handicapées, sommes censées recevoir les aides par l'État, qui est appelé le service social. Bon, moi, j'ai passé de mon âge inférieur jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, je n'avais jamais reçu une aide favorable des affaires sociales. Si bien que j'avais un monsieur qui m'avait aidé dans les années 92. Ce monsieur m'avait offert un fauteuil roulant
Et lorsque ce fauteuil s'était cassé, je m'étais rendu chez un papa soudeur. Quand j'arrive avec le fauteuil, lui me fait comprendre qu'il soude les fers, mais ce genre de fer que j'ai apporté là, il ne maîtrise vraiment pas ça. Alors c'est comme ça que ça m'a marqué. Je me suis donc abandonné, j'ai continué à ramper comme avant d'avoir le fauteuil. J'ai rampé comme ça pendant environ 2 ans. William Sanjo est désormais dans la vie active. La mendicité est aux oubliettes. Ses collègues révèlent qu'il est exceptionnel. Même si son recrutement à cette entreprise n'aura pas été facile, vu son handicap. Ce jour-là, quand William est arrivé, je me suis dit que William venait me demander quelque chose, un peu de sous. J'ai été surpris quand il m'a dit je vais travailler. William, je crois que tu ne peux pas faire ça parce que je sais que c'est un travail physique, un travail d'homme courageux. Et vraiment, il m'a montré vraiment au fil du temps qu'il pouvait le faire et qu'il était vraiment quelqu'un qui est vraiment fort. Wilson, c'est quelqu'un qui est vraiment différent des autres parce qu'il ne reste pas en route comme les autres. Il a beaucoup de courage, il cherche son gagne-pain. C'est par rapport à sa vivacité, à son courage, qu'on a dit pourquoi on n'est pas laissé voir. Et puis bon, quand on l'a mis sur les faits accomplis, il nous a prouvé qu'il pouvait faire quelque chose. Donc, raison pour laquelle nous avons pris parmi nous et que nous travaillons avec lui depuis ce jour. Mon frère m'a pris parce que le jour où j'étais venu vers lui dire que je faisais la soudure, il m'a d'abord regardé dans le fauteuil, il était étonné que depuis qu'il est né, il n'a jamais vu un handicapé faire la soudure. Bon, lui, ça serait pour lui une expérience nouvelle, il va voir si ça va. Et depuis que j'ai pris ici, vraiment, je n'ai pas un grand problème parce que quand moi-même je n'ai pas de marché, s'il en gagne, lui-même il me fait des passations pour pouvoir obtenir les petits sous pour pouvoir survivre aussi. Donc grâce à ça, ça me permet de vivre un peu. Sur le plan sentimental, William a connu une série de déceptions amoureuses chaque fois qu'il se mettait avec une femme valide. Au fil des années, il s'est rendu compte que sa vie serait meilleure avec une
et celui de sa famille constitue la préoccupation première. J'ai refusé d'aller me mettre en route manger tout simplement parce que je suis une créature merveilleuse de Dieu et Dieu a toujours pris soin de ses enfants. Et je ne suis pas né pour me retrouver manger en route. C'est pas mon... Et voilà dans le quotidien de Diallo et de William, en tout cas 2 cas d'école pour présenter un peu la situation des personnes handicapées au Cameroun. Ce sont des battants pour ceux qui ont trouvé quand même quelque chose à faire et qui ne veulent pas s'asseoir en bordure de route, ne veulent pas attendre que des âmes sensibles leur apportent quelques présents. Et déjà rendu à cette deuxième partie, nous recevons Maître Ngale Mbok Janvier Alfred. Bonsoir Maître. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et surtout non-voyant. Ah, bien sûr, je suis avocat au barreau du Cameroun. Non-voyant, j'ai prêté seulement le 4 juillet, la dernière promotion, le 4 juillet devant la cour d'appel du littoral. Vous avez, je ne vais pas dire, vous avez regardé le reportage, non, mais vous l'avez plutôt suivi. Oui, je l'ai suivi. J'ai suivi le reportage, cas de Diallo. Voilà, bon, moi je dirais, ça ce sont des exemples qui sont des bons exemples. Je crois que c'est la preuve que l'handicapé peut réaliser beaucoup de choses. Il suffit d'avoir la volonté et on peut surmonter les montagnes. Je crois qu'il y a beaucoup comme lui qui ont réalisé des exploits, qui ont pu braver leur handicap. Et je dirais que être un homme handicapé, ce n'est pas la fin de la vie. On peut être une personne à part entière. On peut vivre une vie normale, on peut fonder une famille, on peut travailler dans une entreprise. Donc, c'est une preuve palpable. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes désormais dans le registre des experts de ce programme. Robert Ekabe Iyama, bonsoir.
Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les téléspectateurs de Regard Social. Vous êtes à la tête de l'ACFISA, c'est une grande association. Oui, ACFISA, c'est l'association pour la formation et l'insertion sociale des aveugles, dont le siège se trouve à l'enceinte du Centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Nubel. Et ACFISA regroupe en son sein plus de 100 membres. Ouais. Alors, donc vous battez pour l'insertion des jeunes, la formation même de ces jeunes handicapés. Aujourd'hui, il y a quand même des résultats. Oui, moi je crois effectivement qu'il y a des résultats parce que ça fait 24 ans que nous nous sommes lancés pour l'insertion non seulement scolaire mais également professionnelle des déficients visuels. Aujourd'hui, je suis fier. Peut-être que beaucoup reste encore à faire, mais nous avons fait du chemin et puis nous sommes fiers du résultat. Donc nous avons plusieurs enfants qui sont insérés dans le circuit normal de l'école. C'est-à-dire qu'ils sont au niveau primaire, secondaire et même supérieur. Nous avons ceux qui sont formés, c'est-à-dire qui n'avaient plus cette chance d'aller à l'école, à qui nous avons donné plusieurs formations pour les petits métiers. Donc on retrouve ceux qui font dans la vannerie, ceux qui font dans le carnage des chaises, ceux qui font dans la filature, ceux qui font dans les petits métiers générateurs de revenus. D'accord, donc ce n'est pas en fait, pour retourner. nous pensons que en fait, nous avons fait le chemin, mais beaucoup reste encore à faire. Si vous voyez par exemple Maître Mbok qui est sur ce plateau, il a été l'un de nos membres dont nous avons pu apporter notre modeste contribution à un moment donné pour sa scolarité. Et nous sommes fiers de lui aujourd'hui, parce que ce n'est pas nous qui allons encore continuer à lui apporter aujourd'hui, mais lui, il va nous apporter quelque chose de beaucoup plus grand. Et aujourd'hui, il peut déjà nous défendre lorsque nous sommes dans une situation où nous avons besoin d'être défendus. D'accord, merci d'avoir accepté également notre invitation. Ange Romain Jazette, bonsoir. Bonsoir Flavien. Oui. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Vous êtes personne handicapée également, non-voyant aussi? Oui, je suis non-voyant depuis l'âge de 4-5-6 ans. Et en même temps, vous êtes le chef de centre social de la 5e. Oui, c'est une nomination que je dois à mon ministre des Affaires sociales. Et c'est une preuve irréfutable que l'insertion socio-professionnelle des personnes déficientes visuelles et des autres personnes handicapées est vraiment effective au Cameroun. Auquel cas, je ne serais pas assis ici, je n'aurais pas mérité votre confiance pour être en train d'intervenir dans ce programme si prestigieux. Merci. Merci d'être avec nous également ce soir. Et Ngefak Joseph, bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes expert en coaching systémique et développement personnel. Oui. C'est pour comprendre quoi? C'est la prise en charge, l'accompagnement des hommes en vue de la conception, la planification et l'atteinte objective de leurs résultats. Oui. Et lorsque vous suivez les témoignages des uns des autres, vous comprenez bien que il faut votre type de personnes aux côtés de ces gens? Bien évidemment, notre rôle en tant qu'accompagnateur est très nécessaire, je dirais même urgent, auprès des handicapés. Et il y en a plusieurs formes d'handicapés. Hein. Jusqu'ici, je crois que nous nous présentons sur notre plateau que quelques aspects de l'handicapé. Bien que l'handicap soit une chose qui peut être réelle, 80% des handicaps ne sont pas visibles. Là, sur le plateau, nous avons eu des handicapés motrices, des handicapés sensoriels, ceux qui sont malvoyants. On peut avoir aussi, dans le même sens, des handicapés auditifs. Mais surtout, on a des handicapés intellectuels. Oui. Vous êtes en chantier, ça il faut déjà que je vais trahir le secret. Oui. Vous vous apprêtez à commettre des ouvrages pour permettre également au grand public, aux populations de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut se prendre en charge. L'homme a des capacités, en tout cas parfois méconnues même de ces êtres humains.
Oui, chaque homme, indépendamment de ses capacités éducatives, indépendamment de ses capacités physiques, chaque homme a un potentiel pratiquement infini. Et la partie visible du potentiel de l'homme n'est que 5%. La réalité du potentiel de l'homme n'est pas visible. Donc il est, d'ailleurs, ce que nous faisons physiquement n'est que la conséquence de ce qui n'est pas physique. C'est la preuve que nos sentiments, nos pensées apportent plus que nos actes. D'ailleurs, nos actes ne sont que la conséquence de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons. Très bien. Alors, Maître Ngalé Mbok, Janvier, Alfred, vous avez eu le temps, la possibilité, le courage de braver toutes les difficultés aujourd'hui, devenir avocat au barreau du Cameroun. Est-ce que ça a été facile pour vous? Du tout, ça n'a pas été facile. Je dirais même qu'il y a eu des moments où j'ai même fait des années blanches à la maison parce qu'il n'y avait pas les moyens pour poursuivre mes études. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, j'ai fait une année sans aller à l'école. Au secondaire, après que j'ai eu mon First School Living Certificate au Rehabilitation Institute for the Blind à Boya, il s'est posé le problème de la poursuite de mes études, ça n'était pas facile. Et bon, mais j'ai dû user de la témérité, du courage, et grâce aussi au soutien de ma maman. Et à quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait devenir avocat? Oui, c'est en 2012. En 2012, j'ai connu un avocat qui était mon voisin à PK12. Et je suis donc allé le voir pour intégrer son cabinet. Il faut dire que j'étais à la maison, il n'avait rien à faire. J'avais fait quelques affaires qui n'ont pas marché. Je suis donc allé le voir, il a dit que je ne peux pas rester à la maison. Donc pour moi, c'était juste une façon d'être occupé. Heureusement, quand j'arrive dans son cabinet, je me rends bien compte que voilà le métier que je pouvais bien exercer. Et j'ai même regretté que pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant. Parce que il y a l'attention qui portait sur moi et puis la formation qui me donnait m'encourageait. Et lorsqu'on lançait dans l'examen d'amnistie en sage en 2014, je présente et j'ai mon examen. J'intègre dans le cabinet de maître Joseph-Claude Bilega à Akwa en 2015. Et au bout de 3 ans, je présente l'examen de fin de stage que j'obtiens. Vous êtes propriétaire de votre cabinet aujourd'hui ou vous avez travaillé pas encore, associé? Pas encore, c'est un projet. Pour le moment, on m'a offert un bureau là derrière l'hôtel CN où je travaille confortablement. Vous entendez défendre qui? Des personnes handicapées ou tout le monde? Tout le monde. Je ne peux pas dire que seulement les personnes handicapées, sinon ce serait une discrimination. Ou alors, serait dit que les autres, ceux qui ne sont pas handicapés, on ne veut pas les défendre, tout le monde. Bon, peut-être il y aura des dossiers où ma conscience peut m'amener à ne pas défendre. Mais si un dossier n'aide pas ma conscience, je crois que je peux le défendre, pas de problème. Oui, les téléspectateurs veulent savoir comment est-ce que vous préparez vos dossiers, vos procès, vous faites comment? Oui, déjà lorsque le client arrive, je l'écoute. S'il y a lieu de noter, je note en braille. S'il y a des questions à poser, je lui pose. Bien évidemment, il y a toujours des questions. Parce que quand le client arrive, il ne oublie pas tout. Et lorsque j'ai le dossier, il me confie son dossier. Il y a des pièces, si c'est une procédure de divorce, il y a par exemple le certificat médical, il y a l'acte de mariage et tout. Il rassemble tout ça. Et il s'en va. Je reste donc examiner son dossier. Bon, je suis obligé de me faire assister parce que déjà les documents ne sont pas en braille. L'acte de mariage n'est pas en braille, les actes de naissance des enfants ne sont pas en braille, le certificat médical n'est pas en braille, donc je suis obligé de me faire assister. Et j'appelle donc quelqu'un qui est proche, un collaborateur, un secrétaire qui est là, qui me lit les pièces, il note ce qui est important. Et je prépare son dossier. Maintenant, pour écrire, pour saisir, j'ai un ordinateur. Je peux saisir moi-même, il n'y a pas de problème à ce niveau. J'ai saisi si c'est
une assignation, bien une requête, je la saisis et je vais moi-même au tribunal déposer. Je paie tous les frais qu'il faut. En fait, le reste, je peux faire. La seule difficulté, c'est au niveau de la lecture, mais je parviens toujours à trouver des solutions à ce niveau. D'accord. Alors, c'est vrai que Ange voulait savoir si vous avez déjà raté un procès. C'est vrai que ça fait pas longtemps également que vous êtes avocat plein au barreau du Cameroun. Bon, si je peux dire j'ai déjà raté ou pas, je peux dire que lorsque un client me confie son dossier, l'objectif pour moi c'est de le défendre et qu'il soit satisfait. Le plus important d'un avocat, ce n'est pas de gagner un procès parce que il ne faut pas gagner un procès parce qu'il faut seulement le gagner. Il faut travailler en toute honnêteté, en toute probité. Parce que si vous-même vous savez très bien que vous allez défendre et que vous savez qu'on va condamner votre client, il ne s'agit pas d'aller corrompre le tribunal pour qu'il ait gain de cause. Mais au moins il dit au tribunal que voilà, ce monsieur, il a certainement commis telle gaffe, mais on peut lui accorder des circonstances atténuantes. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on plaide coupable. On peut plaider coupable ou non coupable. Plaider coupable, ça veut dire qu'on reconnaît quand même qu'on a fait, mais bon, il y a le pardon qui existe. Donc, la compétence d'un avocat ne s'évalue pas par le nombre de dossiers qu'il gagne au procès. Donc, il a perdu. Alors, Guéfak Joseph, vous écoutez ces témoignages, enfin il y a plusieurs autres en tout cas depuis le début de ce programme, mais c'est dit qu'il y a, on l'a déjà dit, l'homme a des potentialités, des capacités, des valeurs aussi à prendre au sérieux et on découvre quand même au fil du temps que la personne handicapée n'est pas différente pratiquement de la personne valide. La preuve, Flavien, nous venons de constater que ce soit le cas de Robert, que ce soit le cas de Maître ou celui de mon cher frère qui vient d'être nommé, Ange Romain, que je félicite, ses efforts, moi je le vois au quotidien dans son action. C'est des personnes qui ont développé d'autres capacités en l'absence des capacités perdues. Et ça se passait quand? Au moment où ils acceptent déjà leur handicap et en font une nature. À partir du moment où l'handicap est irréversible, la meilleure solution, c'est d'abord de l'accepter et ensuite se préparer, s'engager, se planifier à vivre efficacement avec. Lorsqu'on a commencé à vivre avec, il y a déjà des possibilités qui se mettent en marche. Si vous observez les handicapés, peut-être surtout les handicapés sensoriels, vous allez voir que peut-être c'est des malvoyants, mais il a une capacité de repérage exceptionnelle. Donc ce qu'il fait, vous, si vous fermez vos yeux par exemple, on a vu mon cher ami qui vend du bois, sa capacité à déterminer la valeur de l'argent. Si vous fermez vos yeux, vous ne le ferez pas. Parce que vous n'avez pas travaillé cette possibilité-là. Et dans cet ordre d'idées, c'est comme ça des pans de potentialité entières qui restent sommeillants en chacun d'eux. D'ailleurs, comme on parlait des différents types d'handicapés, il y a surtout les handicapés psychiques. C'est des personnes physiquement normales, j'allais dire, alors qu'ils n'entrent pas en action, ils ne prennent pas en charge leur vie. Ils sont totalement enchaînés par un schéma mental qui leur dit qu'ils sont incapables, soit parce qu'ils reclusent une circonstance naturelle, ou parce qu'ils ont déterminé une tierce personne mystique ou une tierce personne physique qui les empêcherait de réussir. Mais quoi qu'il en soit, si vous refusez de comprendre qu'il y a des potentialités qui sommeillent en vous, si vous ne vous engagez pas à travailler dans la prise de conscience totale de vos potentialités, vous allez vous manifester de façon moindre. D'ailleurs, de façon officielle, on constate que ceux qui utilisent au mieux leur potentiel, c'est les scientifiques de la NASA, qui sont à 23% d'exploitation de leur capacité. Le commun du mortel n'utilise que 5%. Ceux qui sont plus avancés, la majorité c'est 5%. Donc il y a 95% des potentialités qui sommeillent en l'homme. Très bien. Il faut s'engager dans des processus, je dirais,
de transformation, de rééducation, parce que la plupart de nos formations nous ont un peu déroutés. Car l'homme est une machine extrêmement complexe, mais va s'engager à s'en servir de la machine sans avoir une éducation dans la prise de conscience efficace de la machine réelle. On va à l'école pour étudier sans connaître la machine qu'on va étudier avec. On va aller vivre sans connaître la machine qu'on va vivre avec. C'est un gros problème, mais qui n'est jamais regardé par le système éducatif. Très bien. Il faut donc être préparé à ça. De toute façon, Ange Romain, vous aujourd'hui, vous occupez un poste de responsabilité. Vous êtes le chef de centre social de Douala 5e. C'est important pour ceux qui vous regardent, ces personnes handicapées d'un autre genre, qui n'ont pas les mêmes difficultés que vous avez, mais vous avez quand même réussi à braver tout cela et vous avez eu vos diplômes et aujourd'hui vous travaillez. Est-ce que vous pensez à ceux qui ne sont pas insérés dans la société? Merci une fois de plus. Je voudrais embrayer sur ce que venait de dire le coach pour répondre à cette question qui n'est pas loin d'être une thèse de mémoire. Je voudrais déjà dire que j'interviens ici non seulement comme chef du centre social de Douala 5e, mais surtout comme président d'association et comme un activiste dans la défense des droits et des avantages des personnes socialement vulnérables en général et des personnes handicapées en particulier. À côté donc des personnes handicapées que le coach a citées, je voudrais dire qu'il y a d'autres personnes handicapées. Ça va dépendre de l'origine du handicap. Il y a les handicaps innés, c'est-à-dire de manière congénitale, vous êtes né avec cela, causé peut-être par la méningite, peut-être par l'absence des visites prénuptiales ou prénatales. Vous connaissez les couples AS qui donnent naissance aux enfants SS. Causés donc pas je voudrais dire, aux causes prénuptiales ou prénatales, on a la méningite, on a la rubéole, on a les enfants mongoliens, on a les enfants victimes de la trisomie 21 et bien d'autres. On aura aussi des enfants et des personnes épileptiques. On aura des personnes souffrant des grandes maladies mentales qu'on appelle micro ou macrocéphales. On a toutes ces personnes. Donc, pour dire que quelque part, il y a l'être humain en lui-même. Quand le handicap, quand la famille déjà, à partir du moment où le handicap est inné, ou acquis, ou accidentel, ou pathologique, et que la famille vous accompagne, parce que tout est dans la famille. Même ces personnes que nous avons indexées comme mendiantes, comme quémandants au bord des rues, tout est d'abord à partir de la famille qui est la cellule de base de la société. Tout se moule à partir de la famille. Même une personne, entre parenthèses, normale, à qui la famille apprend chaque jour à dire, ben, on parle, tu parles aussi. Toi, tu es qui? Tu peux faire quoi? Cette personne va développer en lui les capacités de son... je veux dire, tuer en lui ses capacités et deviendra une personne infime sur le plan pratique. La stigmatisation. Donc, oui, la stigmatisation, ça va le stigmatiser, ça va le traumatiser, et il sera stressé au quotidien et deviendra quelqu'un d'inerte, quelqu'un d'inactif. Donc, il est question d'abord aux familles de comprendre la personne handicapée, de l'aimer, de le choyer, de le protéger, mais pas de le surprotéger, parce qu'en le surprotégeant, ça l'empêche de faire le premier pas, ça l'empêche de faire la vaisselle, ça l'empêche de s'acquitter des tâches ménagères. Il faut regarder les capacités restantes de la personne handicapée et lui permettre d'utiliser ces capacités restantes pour dépasser, surmonter, surpasser, je voudrais même dire transcender le handicap ou le sens ou l'organe que la personne a perdu. Maintenant, revenant à votre question, celle de savoir si je me bats au quotidien à penser à ceux qui ne sont pas insérés dans la société. Oui, le travail social que je suis est d'abord une personne d'une discipline polyvalente. C'est-à-dire ce que les autres, les uns et les autres regardent et voient une seule fois, nous voyons cela 4 fois, on lit même cela derrière les mots et même entre les lignes. Ça veut dire quoi plus concret? Les enfants autistes, par exemple, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est qu'un enfant autiste. Les Camerounais ne savent pas qu'il existe au Cameroun des centres qui gèrent, qui rééduquent et qui insèrent les enfants autistes. Parce que l'enfant autiste, à un moment donné, est même indifférent de notre réalité. Il n'est pas avec nous. Quand il est encore tout petit, il fait des selles sur lui, il crie, il peut même consommer ses propres selles, il urine sur lui, il casse tout à la maison, il détruit tout. Si vous ne le comprenez pas, vous allez le taxer de sorcier. Pour ceux qui n'ont pas de patience bien dosée, ils vont peut-être aller l'abandonner au bord des coups d'eau, comme certaines traditions le faisaient, ou bien le font aussi en cachette. Les enfants de victimes de la trisomie 21 dont je vous ai tantôt parlé, donc quelle que soit l'origine du handicap,
quelle que soit la nature du handicap, comme le coach l'a dit, chaque personne est un gisement de potentialité. Et maintenant, celui qui incite, qui aiguise, qui éveille cette potentialité, c'est d'abord la famille. Parce que l'enfant, vous convenez avec moi, ne connaît pas qu'il est différent des autres, mais agit en fonction de sa nature, de son instinct de base qui est en lui. À la famille de pouvoir l'amener à mettre d'autres capacités restantes en marche pour s'insérer dans la société. Parce que le tout ne sera pas toujours l'autonomisation ou bien l'insertion, ne serait pas le tout, la finalité de l'autonomisation ne sera pas toujours l'insertion socio-professionnelle, socio-économique, ou tout au moins l'insertion, mais il faut d'abord l'insertion familiale. Il faut d'abord que la personne parvienne à s'acquitter, ne serait-ce que ses petits besoins de base. C'est aussi une forme d'autonomie. Donc, je crois qu'au fil de l'émission, on pourrait venir davantage. Et justement, on observe qu'au niveau du ministère des Affaires sociales, on n'a presque pas de l'attention accordée à ces personnes, puisqu'on continue de les rencontrer en bordure de route, on les rencontre également dans des familles. On a développé ce qu'on a pu développer dans le cadre des capacités de tout un chacun, mais ça reste que on a parlé de 15% de la population qui aujourd'hui souffre d'un handicap quand même. Je reviens encore pour dire, pour pouvoir déclarer que le ministère des Affaires sociales n'a presque rien fait, demandons-nous ce qui serait la situation si ce ministère n'existait pas déjà. Vous comprendrez que quand le premier ministère des Affaires sociales voit le jour en 1975, les personnes handicapées étaient des personnes éternellement assistées. On ne les sortait pas des maisons, elles n'allaient pas à l'école, elles ne se permettaient même pas de prendre la parole en public. Elles étaient, le handicap, quelle que fût la forme, était presque comme contagieux. C'est-à-dire même quand c'était votre propre frère, vous aviez peur de lui. Le ministère des Affaires sociales a œuvré dans la sensibilisation, a œuvré à ce que la loi de 1983 a été promulguée en faveur des personnes handicapées. Son décret d'application a été promulgué en 1990. Maintenant que cela observait également quelques manquements, avec l'évolution sociale, l'évolution socio-culturelle, l'évolution des mœurs, on a pu observer, cette loi a rencontré quelques lacunes, quelques manquements. Le ministère a encore œuvré davantage. Je rappelle que c'est le seul ministère au sein duquel est logée une direction en charge de la protection et de la promotion des personnes handicapées. Et aujourd'hui, je peux confirmer en tant qu'un témoin oculaire que les personnes handicapées ont accès dans les écoles. Vous comprenez? Ils ont accès dans les universités, parviennent à accéder à l'emploi. Et le ministère des Affaires sociales, c'est le seul ministère dont la décentralisation est la plus effective. Mais Innocent n'a pas daigné, en tout cas, ne l'a pas signifié. Je reviens pour dire que c'est vrai, ce que Innocent a dit est vrai, mais il aurait dû reconnaître déjà que quelque chose a été fait. Bien que quelque chose reste à faire. Vous savez, le développement, l'épanouissement, le bien-être de l'être humain est un processus continu. Vous comprenez? Et pour mieux évoluer, ne disons pas que le verre est à moitié vide, disons qu'il est à moitié plein. Et on évoluera. Très bien. De toute façon, on comprendra davantage tout cela au cours de ce programme. Robert, vous êtes un encadreur, un enseignant. Vous avez dans votre structure de formation des jeunes. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Qu'après la formation, il faut rentrer dormir ou alors il faut retourner dans la rue, attendre éventuellement qu'on vous apporte de l'aide? Flavien, si je suis moi-même, si je ne suis pas dormant moi-même, je ne pense pas que je puisse encourager les autres à dormir. Non, je crois que la vie est un combat. Et chaque jour qu'on se lève, on doit se dire, je dois mener un nouveau combat. Donc moi, ce que je leur apprends, c'est de pouvoir travailler, d'être endurant et de se battre. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, eux, ils doivent le continuer demain pour les générations futures. Donc, en principe, nous devons nous battre pour qu'ils aillent à l'école, nous devons nous battre pour leur insertion sociale et professionnelle. Donc, en fait, nous sommes là pour les encourager à pouvoir certainement croire à leur avenir. Tout à l'heure, le coach a dit qu'il faut s'accepter d'abord soi-même. Le travail que nous faisons pour un départ, c'est de les amener à s'accepter eux-mêmes, à accepter leur handicap parce que c'est le premier pas à faire. Et à partir du moment où vous avez franchi ce pas, le reste devient beaucoup plus abordable. Et moi, je pense que nous n'avons pas besoin que la société paye notre sort ou qu'elle s'apitoie sur notre sort. Ce dont nous avons besoin, c'est que cette société planifie
un certain nombre de choses pour permettre à la personne vivant avec un handicap de pouvoir s'insérer normalement dans notre société, de savoir sa part de position dans notre société, parce que chacun de nous a des choses à apporter pour construire notre société. Nous sommes tous acteurs de développement, mais on a comme impression qu'on ne croit pas beaucoup au potentiel des personnes handicapées, et c'est pour cela qu'on met un frein à leur épanouissement. Quand je regarde aujourd'hui le nombre de personnes vivant avec un handicap diplômé et qui ne peuvent pas trouver un emploi, moi ça me met très mal à l'aise, parce que c'est un investissement vraiment lourd pour qu'ils arrivent jusqu'à l'université, qu'ils réussissent même à avoir une formation professionnelle, mais qu'ils ne puissent pas trouver de l'emploi, tout simplement parfois à cause de simples préjugés. Alors, Maître Ngalé, on a écouté Innocent tout à l'heure, qui a quand même rappelé que la personne handicapée a des droits. Aujourd'hui, on observe dans certains établissements des enfants handicapés qui payent la scolarité. Pourtant, il y a des textes qui ont été rédigés et reconnus que les enfants handicapés et les parents même issus handicapés ne devraient pas, de toute façon, payer la scolarité. Mais qu'est-ce qui fait problème? On a quand même des défenseurs. On a entendu Ange Romain tout à l'heure qui continue de se battre, même si ce n'est pas encore ce qu'on attend. Oui, moi je dirais que l'épanouissement de la personne handicapée est un devoir qui incombe à plusieurs personnes. D'abord l'handicapé lui-même, qui devrait prendre conscience que malgré que je suis handicapé, je peux relever le défi. Je suis un homme normal, j'ai ma place dans la société, je peux me battre. Il y a la famille qui encadre cette personne handicapée, qui devrait l'encourager et qui devrait lui donner sa place, qui ne devrait pas continuer à le marginaliser ou alors à l'affaiblir en lui disant chaque fois que tu as besoin de telle chose, il faut demander, et il faut toujours l'assister chaque fois qu'il veut se déplacer. Il faut rendre la personne handicapée autonome. Maintenant, il y a l'État. Je pense que la plus grosse responsabilité incombe à l'État, parce qu'il n'y a qu'une autre société qui est plus riche que l'État. C'est l'État qui a tout, c'est eux qui ont les moyens, c'est lui qui a les moyens, c'est lui qui est décideur. Parce que moi, je ne suis pas décideur, Coco Robin n'est pas décideur, le Côte n'est pas décideur, c'est l'État qui décide. Vous pouvez bien vous battre. Vous faites allusion à Romain qui peut décider. Voilà. Bon, oui, il peut décider à son niveau. Donc, c'est pour dire que vous pouvez bien vous battre ou obtenir vos diplômes. Maintenant, il y a l'insertion professionnelle qui se pose. Vous n'allez pas entrer dans une entreprise, vous mettez à travailler, il faut bien qu'on recrute. Et là, ça se pose souvent un véritable problème. Il faut être recruté. La loi dit à compétence et à qualification égale, la priorité recrutement revient à la personne handicapée. Alors, vous parlez du recrutement, on a souvent entendu des personnes handicapées se plaindre du fait que lorsque cette personne arrive dans une entreprise, on constate que soit vous êtes non-voyant, soit vous avez un handicap au niveau de vos membres. On vous dit, OK, déposez le dossier, on vous appellera, et on n'appelle pas. C'est bien évidemment ce qui se passe. D'ailleurs, même moi, j'ai dit, la loi ne protège bon, disons que la loi essaye de prévoir un certain nombre de dispositions qui tendent à protéger la personne handicapée, mais en ce qui concerne l'emploi, la loi ne dit pas ce qu'il y a lieu de faire au cas où un handicapé est refusé, l'affaire le recrutement dans une entreprise lui est refusé. Qu'est-ce qu'ont les moyens de pression qu'on met pour amener les chefs d'entreprise à recruter les personnes handicapées? Il n'y en a pas. On dit tout simplement que bon, il devrait avoir dans son effectif 10% de personnes handicapées. Mais qu'est-ce qu'on fait donc pour qu'on l'amène, on le pousse à recruter les personnes handicapées? Et maintenant, il y a, moi je dirais, vous avez posé le problème de le paiement de la scolarité. Il y a même déjà le problème même de la formation. N'oublions pas qu'il y a handicap et handicap. Tous les handicapés n'ont pas les mêmes besoins. Les handicapés visuels n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes difficultés que les handicapés moteurs.
Un handicapé visuel à l'école, il a besoin que parfois l'enseignant qui le tient soit spécialisé. Alors, lorsque vous avez en face de vous un enseignant qui a passé tout son temps à l'école normale, on ne lui a même jamais dit qu'un jour vous allez rencontrer un envoyé dans votre salle de classe et lui il écrit en braille. Et donc il vous rencontre comme ça dans sa salle de classe, il est tellement surpris. Il est même dépassé par les événements, c'est même pas ce qu'il doit faire de vous. Lui-même, le proviseur, il refuse de vous accepter dans son établissement parce qu'il se dit, mais vous êtes devenu une charge. Donc vous voyez que moi je dis c'est l'État qui devrait organiser tout ça. Ça veut dire qu'il faudrait dire qu'à l'école normale, qu'on forme les personnes, les enseignants à aider les personnes handicapées. Il faudrait même qu'il y ait même des lycées où on retrouve les enseignants spécialisés pour encadrer les personnes. Et il faut le matériel adapté, il le faut. Moi par exemple, si j'ai le matériel... Est-ce que vous avez connu ça? Oui, selon votre, je voudrais dire, lorsqu'on observe votre parcours, vous n'avez pas rencontré les enseignants spécialisés, forcément, ou alors ceux qui étaient déjà prêts à rencontrer sur leur chemin des personnes handicapées? Du tout. Moi, tous les enseignants que j'ai rencontrés, sauf à Boulou Blanc Center, parce que Boulou Blanc Center, c'est uniquement réservé pour les personnes aveugles. Là-bas, c'est bon, mais lorsque vous finissez, vous devez vous débrouiller comme vous pouvez pour continuer pour vos études. Et moi, je suis sorti de cette école, je n'ai rien bénéficié, bon, peut-être sauf la formation qu'on m'a donnée. Mais il n'y a pas une subvention que l'État m'a donnée pour dire, bon, ok, comme tu es sorti, voilà au moins un papier gratuit pour t'aider à poursuivre les études. Bon, il fallait que je me débrouille comme il fallait pour continuer. Et vous arrivez donc dans un établissement, vous dites que vous voulez poursuivre vos études. Tout le monde est surpris. On vous pose la question de savoir comment est-ce que qui va même vous accompagner ça à l'école. Il faut convaincre. Et lorsque vous commencez, vous avez tous les problèmes du monde parce que déjà, il n'y a pas la documentation en braille. On lit les œuvres à l'école, en classe. Vous êtes obligé de suivre. Vous ne pouvez pas les lire parce que ça n'existe pas en braille. Il y a également le fait que pendant les épreuves sont en écriture noire. Rien n'est écrit en braille. Il n'y a pas de... par exemple, moi j'étais à Ezeka, un coin retiré de la ville. Je ne pouvais pas aller ailleurs parce que mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer à Douala ou à Yaoundé parce qu'il fallait payer le loyer. Donc moi je dis tout ça, je pense que le chef de l'État lui-même le 6 novembre a fait un aveu, puis lui-même il a reconnu il a promis que désormais il va consacrer ses efforts pour lutter contre les exclusions. Ça veut dire que d'une manière, donc ça veut dire que dans un autre sens, il avoue que jusqu'ici, il y a encore beaucoup d'exclusions. Il a reconnu cela. D'accord. Alors, Joseph Gueffard, il vient d'évoquer un problème aussi important et ce qu'on observe d'ailleurs sur le terrain, on est parti du fait qu'au niveau des établissements scolaires, c'est d'abord un goulot d'étranglement pour ces enfants en situation de handicap qui continuent de payer la scolarité, pourtant ça ne devrait plus être. Effectivement, Flavien, voyez-vous, les personnes handicapées vivent d'un gros problème d'exclusion sociale et qui se pratique de différents échelons. La prise en charge de l'handicapé commence au niveau de l'acceptation sociale. Parce que les handicaps sont de plusieurs ordres. Il y a l'handicap qui fait que la personne n'est pas consciente même de son handicap. Donc on a des handicapés psychiques et intellectuels. Des personnes qui ont des problèmes de réflexion, des problèmes de communication ou des problèmes de conscience de la qualité d'information qu'ils reçoivent. Il y a des problèmes qui ont des phobies. La peur fait qu'ils ne peuvent pas vivre socialement comme tout le monde. Donc ça, c'est des cas qui ont même du mal à comprendre quelle est la nature de leur handicap. Et il y a des handicaps qui sont des personnes totalement invalides, qui sont des personnes qui ne peuvent pas même s'occuper de leurs simples besoins de suivi, s'habiller, se laver, se nourrir. Il y a des personnes qui ne le peuvent pas. Pour ces cas-là, la société a un mal fou à intégrer la compréhension, à les assister, les accepter, les assister, les accompagner à vivre une vie
même si elle n'est pas comme la vie de tout le monde. Il y a ceux-là. Il y a un nouveau cas, c'est ceux qui sont conscients de leur handicap. Ils ont également besoin d'être acceptés d'abord, intégrés socialement et surtout, ils ont besoin d'une éducation formelle, adaptée selon la spécificité de leur handicap. Est-ce qu'il y a, sans vous couper, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la culture, je voudrais dire au niveau de l'information, parce que sans doute les parents qui ont des enfants en situation de handicap ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. Il y a un problème d'éducation à ce niveau et là on peut interroger également le travail que fait par exemple Ange Romain qui est chef, je voudrais dire, hein, chef de centre social. Est-ce qu'il va à la rencontre de ces parents-là? Qu'est-ce qu'il leur dit concrètement? Oui, il faut déjà dire, moi j'ai fait un bravo à Romain parce que on dit derrière les plus gros obstacles se cachent des magnifiques potentialités, comme je l'ai rappelé depuis le début de cette émission. Romain est la preuve matérielle qu'un handicap n'est pas forcément une fin en soi. Quand vous l'écoutez, le simple fait de sa capacité à enchaîner une communication rationnelle, à être conscient, quand je l'écoute, je comprends. Il est suffisamment conscient du problème qui est le leur et suffisamment outillé pour faire face. Et maintenant, il y a les familles, loin d'être capables de comprendre le problème qu'ils vivent, ils sont surpris, ils sont titanisés, ils sont brutalisés même souvent par le handicap de leur enfant. J'ai un cas qui a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est un enfant qui est né sans ses deux bras, sans ses deux pieds. C'est un problème qui a fragilisé les parents. Mais avec un accompagnement, parce que c'est des gens qui sont un peu... Dans des pays un peu développés, il y a des systèmes de prise en charge pour évoluer. Les parents se sont rendus compte qu'ils peuvent faire face. Ils ont accompagné leur enfant qui a tenté de se suicider. Et comme ça n'a pas marché, il s'est dit, ok, comme Dieu m'a sauvé, il m'a donné une nouvelle chance. Et il s'est engagé à pouvoir prendre en charge et à suivre l'accompagnement que l'apportaient ses parents. Et ce gars est devenu un modèle social, une icône dans la communication, dans la motivation même. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver sa vidéo. Et j'ai eu le cas d'une femme qui n'avait pas ses deux bras, mais qui accouchait ses enfants, qui les éduquait, qui préparait pour ses enfants, qui pouvait s'habiller elle-même, se laver, laver ses enfants, l'habiller, qui peut vivre une vie normale. Ça, c'est vraiment des cas à féliciter parce que la prise en charge a été correcte. Lorsque la prise en charge par la famille, d'abord, c'est le premier point d'éducation. Quand elle est correcte, ensuite, la société. Si déjà la famille est si déstabilisée par le handicap de l'enfant, il faut déjà la prise en charge de la famille des personnes handicapées pour les accompagner à intégrer le fait que c'est possible. Et ensuite, il faut la prise en charge de la société. Parce que le regard que le commun de mortels a de l'handicapé, c'est un regard. Est-ce que c'est quelqu'un que je dois accepter? On demande 10% de personnel handicapé dans chaque entreprise. On demande la gratuité des frais scolaires, mais les gens prennent sur eux. Quel courage de les faire payer. De les rejeter même pas. De les rejeter, alors que souvent même ils ont une compétence supérieure aux personnes valides. Alors, juste par la stigmatisation, le regard non objectif, non sensible. Car Romain avait dit un truc au début, l'acceptation et l'amour qu'on peut accorder aux personnes handicapées, je crois que c'est la fondation de base. Parce que cet amour va les permettre de transcender leur handicap. S'ils se sentent aimés, on dit l'amour est tout, l'amour peut tout. Très bien. Alors, Ange Romain, est-ce que vous vous considérez comme un exemple aujourd'hui pour ceux qui ne sont pas encore à votre niveau, ceux qui ne sont pas encore insérés dans la société, qui n'ont pas encore trouvé une place sous le soleil? Et de votre posture aujourd'hui, quel est le travail que vous faites concrètement pour sensibiliser les parents, parce qu'il peut également se poser ce problème? Donc, alors, à mon petit niveau de Douala 5e, déjà, j'ai mis sur pied un réseau des promoteurs des œuvres sociales privées, c'est-à-dire toute personne qui a créé une association ou une œuvre sociale privée. Les œuvres sociales privées, c'est ce qu'on appelle les centres d'encadrement des personnes âgées, des personnes handicapées et même de toutes personnes vulnérables. Chaque dernier jeudi, je réunis ces promoteurs et ces présidents d'associations de 12 à 14 heures. Nous échangeons sur les visions du ministère, nous échangeons sur les informations, nous échangeons nos expériences et nos observations au quotidien.
Ça permet de les potentialiser, de booster leur morale, de les encourager. Maintenant, une fois en 2-3 mois, je reçois les parents des personnes handicapées d'extrême vulnérabilité. Quand je parle de handicap d'extrême vulnérabilité, je parle des enfants autistes, je parle des enfants déficients mentaux, je parle des enfants déficients psychologiques, déficients psychiques. Je reçois les parents parce que c'est les plus difficiles à comprendre. Le parent se trouve un peu en face de l'enfant comme si c'était une malédiction ou une punition qu'on lui a rejetée. Et je les reçois, je cause avec eux, je fais j'entreprends des causeries éducatives qui amènent ces parents à comprendre que cette personne handicapée que vous voyez peut être un héros si vous l'accompagnez. Est-ce que vous pensez que le message passe jusqu'ici? Le message passe parce que je crois que si certains parents acceptent de venir à cette réunion, à cette rencontre, ça veut dire qu'ils y trouvent leur gain. S'ils ne trouvaient pas leur gain, vous savez, le gibier ne vient jamais trouver le chasseur à la maison. Et s'ils trouvent leur gain, ça veut dire qu'ils sont contents de l'assise qu'on est en train de réaliser. Et au quotidien, ces parents sensibilisent les autres qui ont encore les enfants parce que rassurez-vous, à l'heure où nous parlons, les enfants sont tapis dans les cases, dans les maisons, les enfants sont cachés dans les maisons. Et il y a ce qu'on appelle l'androcéphalo, je crois bien, qui agit sur les nerfs de l'enfant au point où sa tête devient un peu très grosse là et haute, les membres inférieurs supérieurs deviennent flasques. L'hydrocéphalie. Oui, l'hydrocéphalie. Et l'enfant est presque, on doit l'assister, on doit l'accompagner à tout faire. Vous comprenez? J'apprends ses parents à comprendre que donner son cœur à un enfant, c'est le prêter à Dieu. Apporter son aide, son assistance, son appui, son attention tout simplement à celui qui est incapable de le faire. Même c'est une interpellation biblique. À chaque fois que vous l'aurez fait à un de ses enfants, c'est à moi, dit Jésus, que vous l'aurez fait. Je le dis, à chaque fois que vous l'aurez fait à une de ces personnes handicapées, c'est justement à Dieu que vous l'aurez fait. C'est la même chose que justement faire regard social au quotidien. C'est une sensibilisation énorme que nous ne pouvons pas évaluer, que nous sommes en train d'impliquer, je veux dire d'injecter aux parents et à toutes les familles qui ont les enfants handicapés. Donc chacun, au finish de cette émission, pourra dire à son voisin, est-ce que tu sais que ton enfant là n'est pas le dernier? Parce que j'ai toujours dit, je connais un seul grand handicap sur cette terre, c'est la mort. Tant qu'il n'y a pas mort, tant que vous ne pouvez que sourire avec une seule dent, parce que les bras ne bougent plus, parce que les mains, la tête, les pieds, le corps entier ne bouge plus, comme vous pouvez sourire qu'avec une seule dent, soyez le plus grand sourire du monde. Très bien. Ça veut dire que tant qu'il y a vie, il y a espoir, on va lui dire. Alors, Robert, nous allons bientôt sortir de l'émission. Comment vivre avec son handicap? Pour répondre, avant de répondre à votre question, je voudrais que vous me permettiez un seul instant de pouvoir poser un problème qui m'écoeure un peu. Tout à l'heure, on a parlé de la loi et du décret d'application. Et moi, je pense que l'État devrait aider les personnes en situation de handicap à pouvoir bénéficier des avantages de cette loi. Vous voyez, le ministère de l'Éducation, le ministère de la fonction publique a lancé un concours de recrutement pour l'intégration des titulaires de CAPIEM. Alors nous avons un jeune qui est titulaire de CAPIEM et qui a un an de plus, c'est-à-dire par rapport à l'âge requis, parce que l'âge requis est de 40 ans et lui il a 41 ans. Il est passé par le ministère social, par le ministère des Affaires sociales, qui a fait une recommandation, en fait, qui a fait une correspondance au ministre de la fonction publique pour que, en fait, on tienne compte des tests pour pouvoir la mettre à concourir. Mais je vous assure, ce dossier a été rejeté au niveau de la fonction publique parce qu'on fait une mauvaise interprétation des tests. Et ce jeune qui était tellement engagé est en ce moment abattu. Il faut encore tout un coaching pour qu'il croie qu'il peut avoir une autre chance. Et il n'est pas seul dans ce cas, en tout cas. Oui, et il n'est pas seul dans ce cas. Donc nous avons essayé de saisir à travers l'adresse du ministre de la fonction publique, le ministre lui-même, en envoyant tous ces dossiers pour qu'ils essayent d'examiner, parce que le concours, c'est le 8. Pour qu'on essaye de voir, c'est-à-dire si on peut lui donner sa chance de concourir, c'est un concours. Pourquoi ne pas lui donner la chance, comme tous les autres, de concourir et aussi de bénéficier de la dispense d'âge par rapport à ce que les tests prévoient. Ok. Alors, il y a ma question. Comment vivre avec son handicap? Nous sortons de l'émission. Vivre avec son handicap, c'est tout simplement se considérer comme qu'on est une personne à part entière et qu'on doit s'accepter
et qu'on doit certainement lutter au quotidien pour pouvoir surmonter cet handicap. Cet handicap ne doit pas être une fin en soi et j'encourage toutes les personnes qui sont encore cachées dans des maisons sous le prétexte d'un quelconque handicap de sortir, de rejoindre les centres de formation ou de se rapprocher des centres sociaux qui peuvent les orienter. Très bien. Alors, Maître Ngalé Mbonjo, j'allais dire Ngalé Mbok, Janvier, Alfred, quel est le message que vous adressez? Vous êtes aujourd'hui, on va dire, vous êtes pratiquement heureux, malgré toutes les difficultés connues, pour arriver à votre niveau aujourd'hui? Oui, je dis que l'handicapé devrait s'imposer dans la société. Et vous savez, une autre personne, vous avez un handicap, c'est vrai, mais la société tend à vous rendre plus handicapé parce que elle vous considère comme une personne qu'on doit assister toute la vie. Mais c'est vous qui devez vous imposer. C'est vous qui devez dire, il peut faire ci, je peux faire ça. Moi, lorsque je travaille dans un cabinet, je ne veux pas qu'on me dise que je ne peux pas aller aux audiences, je ne peux pas, non. Et quand j'y vais, je m'efforce à bien faire. Pour qu'on ne dise pas que bon, parce qu'il ne voit pas, c'est pour ça qu'il n'a pas fait telle ou telle chose. D'accord. Je m'efforce à lui. Donc l'handicapé devrait s'imposer. Merci d'être venu. Ngefak Joseph, nous sortons de l'émission. Le message fort, c'est lequel? C'est d'abord à toute la société. Le handicap de quelque nature que ce soit est un fléau social qui interpelle chaque citoyen. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est une valeur ajoutée. Nous sommes un tout et de façon inclusive, on devrait intégrer nos différentes capacités. D'abord pour la famille de l'handicapé et pour les proches de la famille qui peuvent contribuer à permettre à la famille d'accepter et d'accompagner l'handicapé. Pour ceux des handicapés qui ne sont pas assez conscients de leur handicap. Mais surtout pour les handicapés, bien sûr, il y a des engagements sociaux qui sont pris, des engagements de l'administration qui sont prises, qui ne sont pas respectés. Si vous attendez ça, soyez-en sûrs, vous risquez de ne pas avoir de vie du tout. Il est important de savoir, parce que la société n'est pas déjà suffisamment préparée pour vous accepter, vous devez vous accepter vous-même et montrer à la société comment ils doivent vous accepter. Et on l'accepte comment? En faisant comme Maître l'a fait, en faisant comme on a vu Wilson le faire, en faisant comme mon cher ami qui a lancé un appel candidature pour son mariage, en faisant comme Romain, et surtout en matière d'éducation, je crois qu'il faut intégrer pour les différents centres, j'interpelle les responsables des différents centres et de tous les systèmes d'accompagnement des handicapés à intégrer la notion de coaching, de motivation. Car c'est une discipline qui apporte une compétence immédiatement utilisable qui aide mieux l'handicapé à prendre conscience de son handicap et du reste de ses potentialités disponibles non utilisables. Et à ce moment, quand c'est fait, l'handicap pour lui n'est plus qu'une invitation à l'usage des potentialités cachées. Merci, merci à vous. En tout cas, Ange, 2 secondes. Vous voulez justement dire un truc? Vraiment 2 secondes. Oui, pour dire que les personnes handicapées doivent se mettre en association. Pour oublier son handicap, pour vivre avec son handicap, il faut se mettre en association et se mesurer les potentialités et s'échanger les expériences. Ça, c'est bien. En plus, les personnes handicapées doivent avoir la carte nationale d'invalidité. C'est l'instrument qui accompagne vos dossiers et qui vous permet de comprendre que vous pouvez défendre vos droits. À côté de cela, la société, les familles des personnes handicapées doivent s'approcher des centres sociaux. J'ai dit que le ministère des Affaires sociales est le plus décentralisé. Ils doivent se rapprocher des centres sociaux pour orientation. Et enfin, j'invite le public et toute la société, chaque jour, de passer au moins 5 minutes à stimuler un handicap. C'est-à-dire, vous attachez un peu les yeux et faites 10 minutes, vous habillez, mangez, travaillez un peu et voici si vous pouvez. Vous sevrez un peu de vos pieds, de vos oreilles, de vos bouches ou de vos mains. Vous comprenez davantage les autres et vous leur apporterez beaucoup plus d'amour, plus de stabilité et de cohésion sociale. Merci à vous, Ange Romain. Merci également à tous ceux qui sont venus sur ce plateau. En tout cas, nos experts qui ont essayé d'édifier les uns les autres sur la notion de comment vivre avec son handicap. Et j'imagine que vous avez reçu des réponses à cette question. Nous allons procéder à autre chose, c'est-à-dire vous inviter à suivre quelques cas sociaux enregistrés dans le cadre de cette émission Regard Social. Armel, par exemple, que vous connaissez, vous avez suivi également sur ce plateau, qui a donc des difficultés, qui souffre de diabète, autres
et également avec d'autres pathologies aussi qui entourent cette maladie. Juste après, nous allons recevoir Irène Tembe. En Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. C'est un jour spécial pour cette famille. À la faveur de la montée de la Vierge Marie vers le ciel, c'est la sœur Diane Marie qui dirige la prière ce jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœur Diane Marie est âgée de 33 ans. Née d'une famille de parents chrétiens, la fidèle de l'Église catholique est dotée des dons de guérison qui certainement ont motivé son entrée dans le corps des sœurs religieuses. Ce qui me pousse à prendre cette décision d'être religieuse, c'est parce que non seulement étant dans mon état de maladie, je vois aussi d'autres personnes qui souffrent et je suis aussi capable d'aider, de venir en aide à ces personnes malgré mon état. Je prends donc la décision délibérément d'entrer dans le service, non seulement pour moi, d'abord pour Dieu, pour moi et pour les hommes. Parce que ne faut pas être égoïste. Ce que tu reçois gratuitement venant de la part du Seigneur, il faut aussi partager. J'ai ce don de prière, d'aider les autres. Ça commence d'abord par ma famille. Ceux qui sont dans le besoin, je les aide par des prières. Et maintenant, il faut aussi étendre le champ de possibilités auprès de ceux qui sont dans la souffrance. Voilà donc pourquoi je prends donc cette décision d'entrer dans le monde religieux, d'abord pour moi et pour ma famille et ensuite pour le peuple qui vit dans la détresse. La missionnaire franciscaine qui a autour des reins le cordon de chasteté avec à l'autre bout le rosaire est une chrétienne engagée qui respecte la loi de Saint François d'Assise. Je m'appelle Nkoulze Marcel Diane. Mon nom religieux, c'est Sœur Diane Marie de l'Enfant Jésus. Je suis missionnaire franciscaine du Sacré-Cœur de Jésus, TOR. TOR qui veut dire Tiers Ordre Régulier. Nous suivons la loi de Saint François d'Assise qui prône sur la diaconie des malades, c'est-à-dire nous faisons dans des prières. J'ai décidé d'être religieuse pour le souci aussi d'aider d'autres personnes qui étaient comme moi. Comme l'apôtre Paul, il est entré en service étant malade. Et dans cette posture, vu que lorsque je faisais certaines prières, ça aidait certaines personnes. Et voilà pourquoi je me suis dit, il faut entrer dans le système, non seulement pour servir Dieu, même si je suis dans la maladie, mais aussi pour aider d'autres personnes qui étaient et qui sont même dans le besoin comme moi. Et surtout pour faire établir la gloire de notre Seigneur. La sœur religieuse de l'Enfant Jésus est souffrante. C'est là où cette mission devrait même continuer. C'est là où je dois manifester même, montrer au monde que le Seigneur vit. C'est là où je dois même beaucoup plus témoigner auprès de ceux-là qui doutent encore de l'existence de Dieu. Donc, je ne peux pas et je ne pourrais même pas laisser le Seigneur, non, ni même le service divin. Ça serait impossible. Sa position assise cache mal ses atouts de chanteuse. Marie, tu nous aimes. Marie, tu nous aimes. Porte-moi sur tes genoux.
berce-moi comme ton enfant, ô mère des pauvres, refuge des affligés. Pitié pour moi, ô Vierge très sainte, pitié, pitié pour moi. Marie, tu nous aimes, Marie, tu nous aimes. Porte-moi sur tes genoux, Marie, berce-moi comme ton enfant. Sœur Diane-Marie est handicapée. Elle éprouve toutes les difficultés pour se déplacer et à côté de ce handicap, elle traîne avec elle des seins de 25 cm de long, pesant chacun 4 à 5 kg. Je vous assure que c'est très difficile pour ma soeur. Ou-même vous avez eu à constater. C'est comme ça depuis l'enfance. Même pour fréquenter, il fallait toujours qu'on la porte pour l'amener à l'école. Pour celui qui était disponible. Jouer avec les autres enfants, c'était pas facile. Elle était toujours assise sur place. C'était la Diane-Marie, dans sa souffrance, comme vous l'avez constaté d'ailleurs dans ce reportage. Diane-Marie qui
supporte pratiquement 10 kg sur sa poitrine, chaque sein qui pèse 5 kg. Et Irène Tembe, sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir Flavien. Oui, quelle est la situation financière de Diane-Marie? Il faut déjà rappeler aux chers bienfaiteurs que le cas de Diane-Marie est le cas qui préoccupe actuellement nos médecins parce qu'on a déjà commencé à diagnostiquer, on veut déjà commencer à diagnostiquer son cas et il est préoccupant et nous demandons déjà aux chers bienfaiteurs de continuer à mettre la main à la pâte parce qu'il va falloir beaucoup d'aide financière pour pouvoir soulager notre sœur Diane-Marie. Les contributions pour Diane-Marie sont les suivantes. Nous avons une chrétienne 1000 francs, famille Amogo 2000, famille Chula de Yaoundé 25 000, bienfaiteur anonyme 35 000, couple MJS 15 000, famille Lokpom 5 000, bienfaitrice 5 000, Kamdem Christophe depuis Garoua 25 000, bienfaitrice 2 000, Ma Héros de Nkonsamba 3 000, famille Fond à El Village 5 000, famille Capé 5 000, famille Dibato de Limbe 5 000, Célestine Mouchipo 5 000, une avocate bienfaitrice 5 000, Ndouangla 4 250, Hélène B 2 000, William 4 000, une chrétienne 2 500, famille Mouné 15 000, Marcel 12 500, Dominique 3 000 francs. Depuis le 30 août que notre sœur Diane-Marie est entrée dans l'émission Regard Social, nous avons le montant de 1 million actuellement 432 497 francs CFA. Très bien. Ça, c'est le soutien des âmes de bonne volonté à Diane-Marie. Tout à fait. Et nous continuons à demander à nos chers bienfaiteurs de continuer à contribuer au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran au 690 50 50 94 ou au 675 35 25 16 et bien vouloir envoyer un message pour nous préciser votre cas et le montant et le nom pour lequel vous avez contribué. Merci à vous, Irène Tembe, et à jeudi prochain. À jeudi prochain, Flavien. Alors, toute l'équipe qui a donc contribué à la réalisation de cette autre édition de Regard Social, Dallas Tiana, François Dikoumé, Raphaël Dipanda, Cédric Chouna, Dani Warenzede à la réalisation de cette émission, Samuel Tufa, le chef opérateur de Regard Social, le public qui est toujours là, comme tous les jeudis. Je suis Flavien Dongo. Bonsoir.